Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, là où on vous emmène, le mot voyage prend un sens vraiment tout particulier et presque mystique. Oui, n'ayons pas peur des mots. Car en plus d'un ravissement pour les yeux, la Tanzanie est aussi et peut-être et surtout une terre où l'âme humaine, pour peu qu'elle soit sensible, se plaît à y vibrer d'une façon presque originelle. Vous allez voir, on va vous raconter tout ça. Un périple en Tanzanie serait donc, voyez-vous, autant un voyage dans le temps qu'un voyage en nous-mêmes. Alors oui, les noms de Ngorongoro, Serengeti, Kilimandjaro, Zanzibar, tout ça, ça résonne déjà à nos oreilles grâce aux innombrables reportages et documentaires de toute beauté du National Geographic sur le sujet. Autant dire que la beauté époustouflante de ce pays nous est presque familière, oui. Mais la Tanzanie n'est pas que cet étonnant patchwork de savanes, de brousses, de plages de sable blanc, de volcans, de forêts, déserts. La Tanzanie, elle se vit comme une expérience unique au monde. Une destination où la vie bouillonne, se respire au coucher et au lever du soleil, où la nature s'exprime et vous parle comme jamais. Car étrangement, les odeurs, la poussière, la lumière, les bruits résonnent en vous comme un air de paradis perdu ou lointain. Vous serez donc entouré et observé en permanence par 3,5 millions de gnous, 1,5 million de zèbres, autant de gazelles qui grouillent devant vous sur cette plaine qu'on dit infinie. Vous traverserez sans savoir le territoire de clans de lions qui vous auront senti depuis des kilomètres et qui condescendront peut-être à se laisser photographier en majesté au coucher du soleil. Vous partirez en brousse, bien sûr, en file indienne, derrière les hommes du peuple Hadzabe, remarquables chasseurs et archers hors pair. Oui, définitivement, on vous encourage souvent à cette reconnexion à la nature, à vous plonger dans une expérience immersive et vitale. Mais là, en plus, vous allez toucher au paradis originel. Pour un stupéfiant voyage dans le temps, autant qu'en nous-mêmes, la destination Tanzanie, c'est maintenant. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour toucher au paradis, nous sommes bien lotis aujourd'hui, car nous avons autour de cette table Denis Le Bouteux, directeur de Tanganyika Expédition. Bonjour Denis. Bonjour Christophe. Vous arrivez de Tanzanie directement là? Oui, il y a une petite semaine à peine, oui. Ah ouais, ça va, c'est pas trop dur avec la grisaille parisienne? Moi, Non, je pensais à vous en venant sur mon scooter ce matin. Je me dis, mais comment ils font ces gens pour revenir à Paris, parler de la Tanzanie alors qu'ils habitent un paradis? Je suis habitué. Ça fait 35 ans que je fais ces allers-retours, 5 à 6 par an. J'aime bien les deux destinations, j'aime moins le passage de l'une à l'autre, ça paraît toujours long. Ouais. Mais non, je suis habitué. D'accord. Paris me plaît autant. Et avec nous, Loïc D'Ambreval, qui est inspecteur général de l'environnement et du développement durable, mais qui est dans le civil, mais qui intervient dans cette émission comme voyageur et de retour d'un safari en Tanzanie. Il y a combien de temps, Loïc? C'était en juin 2023, donc il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Ouais. Trois adjectifs qui vous viennent comme ça pour spontanément décrire votre voyage. Bon, inoubliable, Ouais. des images avec lesquelles on voyage tous les jours, et puis hors du temps, et puis la sérénité. Le mot paradis revient souvent, hein. Oui, c'est une forme, enfin moi j'ai vécu ça comme une forme de, comme vous l'expliquiez dans votre lancement, un espèce de paradis originel d'Éden, Ouais, c'est d'Arche ça. de Noé, Et quelque chose de voilà où le temps est suspendu, on ne sait plus quel jour on est. Et vous allez nous raconter ça avec beaucoup d'émotion, que l'émotion fait partie du pays du voyage, hein. Ah bah complètement, oui. Et avec nous également en direct de Tanzanie, Samuel Melami, directeur des opérations à Tanganyika Expédition, qui après 14 ans de guide en brousse, ça y est, commence à diriger un petit peu toutes les opérations de la société Tanganyika. C'est bien ça? Pas comment, ça fait déjà, même avant le Covid, il avait déjà pris tout ça en main. Ah, il a 4 ans. non, non, 3-4 c'est ans. ouais, Ah, c'est d'accord. un vrai patron. Bonjour Samuel. Bonjour Christophe. Ça va? Tout va bien? Oui. Oui, tout va bien. Bienvenue en Tanzanie. Merci. Vous êtes où précisément, Samuel? Racontez-nous l'endroit où vous êtes. Je suis au cœur de Serengeti, à Ikoma Hills. Mhm. C'est la savane extraordinaire. Ici, c'est là où on a la vie sauvage authentique. D'accord. Alors, Denis Le Bouteux, Oui. préparant cette émission, nous disait que vous étiez une vraie star parce que vous connaissez parfaitement votre domaine. Vous êtes un guide hors pair et vous intervenez surtout la plomberie, l'informatique. Vous êtes un Maasai qui parlait plusieurs langues. Vous êtes un personnage extraordinaire, Samuel. Bien sûr, sans se tromper, je suis un guide francophone, un guide espagnol, un guide anglophone, un guide Maasai. En Donc, plus. ça dépend comment vous voulez m'identifier, mais je suis un Maasai qui est né dans un village Maasai. Et maintenant, je vis à peu près toute la vie, en fait. Je vis la vie sauvage, je vis la vie moderne. Donc, je connais à peu près les deux côtés.
D'accord. Et Denis Le Bouteux, parlez-nous un petit peu de votre société. Donc Tanganyika Expédition, c'est 12 lodges, 200 chambres, plus d'une centaine de guides de brousse en haute saison, une attention particulière portée à l'environnement, des 4x4 électriques pour aller dans la brousse, ça j'ai envie de dire bravo, hein, au plus près des animaux, et une installation plutôt dans le nord du pays. Alors, affirmatif. L'essentiel des lodges est dans le nord, dans la partie nord, qui est un ensemble de plusieurs parcs assez compacts. Il y en a d'autres dans le sud, sur lesquels je me suis pas encore installé. Je dis pas encore, mais le temps court. Donc 12 lodges, c'est tout à fait exact. Et les voitures électriques, c'est également exact. Mais les voitures électriques sont que l'aboutissement d'une évolution qui a 20 ans, et même plus, 25 ans. On a commencé à passer au solaire tout doucement, puis en accélérant. On a produit de plus en plus de l'électricité dans nos propres bases. Et après, avec cette électricité, on a trouvé astucieux d'essayer, en 2017, de faire fonctionner nos premières voitures électriques. Alors, il faut s'entendre là-dessus. C'est des voitures des 4x4 absolument habituelles, hein, des Land Cruiser, des grosses Land Cruiser, qui ont fait leur vie en tant que leur première vie diesel. C'est de la récup? C'est que de la récup. Et on a, grâce à une société allemande à l'époque, nous avait aidé à transformer les 2 premiers véhicules en voitures électriques, 100% électriques. 100% donc recyclés et 100% rechargés à l'énergie solaire. Puisque l'endroit où où opèrent ces véhicules, on en a maintenant 12 en activité, sont des endroits où on n'a pas l'électricité de la ville et on est simplement alimenté en électricité solaire. Mais quelle bonne idée, parce que c'est vraiment la bonne formule. Ça, on permet de s'approcher des animaux au plus près. Du coup, il y a moins cette odeur de diesel, il y a moins ce bruit. Alors, il y a tout ça, ouais, ça c'est vrai. Les animaux s'en fichent un peu. Ah bon? D'accord. Non. Les animaux, on les approche, ils ont envie qu'on les approche. D'accord. Hein, donc, ça, faut être conscient de ça. Mais on va dire, ce qui est vrai, c'est sur les nocturnes. Parce qu'on fait des safaris nocturnes. Et là, effectivement, les nocturnes sont beaucoup plus dérangés par le bruit. Et donc on les approche beaucoup mieux avec une voiture électrique. Par contre, l'odeur, c'est vrai, c'est pas vis-à-vis des animaux, je crois qu'ils s'en fichent aussi. C'est plus nous. C'est nous. Ouais, c'est ça. Si on roule lentement et qu'on a un petit vent arrière, on est dans le petit nuage de diesel. Par contre, en voiture électrique, on peut rouler lentement avec un petit vent arrière et garder un air pur. Loïc Dobroval, qui est venu en Tanzanie, par où vous êtes passé? Combien de temps dure le voyage? Et quelle a été votre première impression quand vous avez posé le pied sur le sol? Alors, mon voyage a duré une dizaine de jours, incluant... Non mais en vol, le vol. Paris, c'est un Paris Dar es Salaam? Ah, c'est Paris Dar es Salaam et Dar es Salaam Kilimanjaro. D'accord. Donc il y a une escale. Donc c'est quoi, c'est 9 heures, 10 heures? Oui, c'est une dizaine 10 d'heures. heures, ouais. Voilà. Et ça se fait très bien parce qu'en fait, il y a pas de décalage horaire quasiment, hein, entre la France et ce pays. Donc en ce moment, il y a 2 heures là. Voilà, donc ça fait partie des attraits aussi, hein, s'il faut en plus prendre le jet lag. Voilà, donc on est très rapidement opérationnel. Et puis ensuite, le voyage sur place a duré une 8aine de jours, où on a fait les principaux parcs, avec effectivement ces véhicules électriques qui sont extrêmement agréables. Moi, je crois aussi pour les animaux. Ah, bien sûr, oui. et bien sûr pour les passagers, parce que c'est la Tanzanie, comme tous ces pays, c'est aussi une expérience sensorielle où on a besoin de sentir, d'écouter, et bien sûr, l'absence de bruit du moteur permet, toujours en roulant et en s'approchant au plus près des animaux, d'avoir toujours ces sensations. Donc c'est une très bonne idée. Quelle est la physionomie du pays qui vous a surpris? Est-ce que vous attendiez à ça? Que de la brousse, des montagnes? Il y a de l'altitude? On est tout de suite à 1200, 1500. Hein. Ouais, c'est très varié. Il y a à la fois des grandes plaines au Serengeti, puis il y a aussi des magnifiques arbres, et puis il y a des collines, des montagnes. C'est un pays extrêmement varié, à la fois par ses paysages, mais aussi par sa faune et sa flore. Donc c'est un endroit hors du temps où il est extrêmement facile pour ceux qui, comme moi, ont besoin d'énergie aussi et tout ça, finalement de devenir très contemplatif, très serein et d'observer les paysages. Et c'est extrêmement agréable et c'est, comme je disais tout à l'heure, très inoubliable. D'accord. Samuel, vous êtes sur place en Tanzanie. Vous êtes où exactement? Dans quel coin? Autour de vous, il y a quoi? Autour de moi, c'est de la savane, en fait. Là, je suis à Grumeti Hills, Ikoma Hills. En fait, c'est un lodge, hein, c'est un lodge de Tanganyika Expédition. Oui, c'est un entre nous lodges de Tanganyika Expédition, situé au centre-ouest de Serengeti, en fait. D'accord. Donc, c'est un lodge qui est magnifique, c'est un lodge qui est fait en respectant la nature, parce que c'est une rêve de rester dans un lodge qui est
qui est en tente, en fait. Tente avec un luxe qui est extraordinaire. Ça te donne envie de rester tout le temps sur place parce qu'on a le coucher des soleils devant nous et aussi on est entouré par la savane avec des acacias parasols, les girafes, les éléphants, et toute la vie sauvage qu'on a besoin de voir, les gazelles de Thompson et des impalas. D'accord. Denis Le Bouteux, quand on parle de la Tanzanie, est-ce qu'on ne risque pas de la confondre avec le Kenya? Est-ce que c'est un peu les mêmes paysages ou pas du tout? Alors, il y a des similitudes entre le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie, ce qui est normal. Après, si on remonte vers le nord du Kenya, c'est beaucoup plus désertique, donc ça, on n'a pas ce genre de paysage. Et puis, pareil, si on descend vers le sud de la Tanzanie, on va encore trouver. Mais il y a une telle mosaïque de paysages qu'on en a en commun, et puis qu'on a chacun ses spécificités. Voilà, donc non. On va dire en Tanzanie, on a quand même des très hauts sommets, on en a peu parlé, mais on a quand même le Kilimandjaro. On va en parler. Avec auquel on peut accéder. On peut accéder, et voilà. C'est un peu rude. C'est clairement rude, oui, je ne peux pas dire le contraire. Mais non, les paysages sont très variés. Un peu comme en France. Hein. C'est ça. Vouloir résumer la France et comparer la France à l'Italie, je dirais c'est un peu le même parallèle. C'est qu'il y a des paysages italiens qui ressemblent parfois à des paysages français, mais les paysages de Normandie ne ressemblent pas aux paysages italiens. C'est une terre de trek, c'est une terre de randonnée. Une grande terre de randonnée, faite pour. Voilà. C'est quand même agréable parce que le Kilimandjaro, alors ça va peut-être pas durer, mais aujourd'hui, il n'y a aucune remontée mécanique dessus. D'accord. C'est toujours un peu vexant le trek quand on fait 3 heures d'effort et qu'on arrive à la gare du téléphérique. Là, on n'a pas le cas, c'est-à-dire que tout se fait à pied pour tout le monde. Et donc, c'est une vraie terre de trek. Le Kili, c'est une montée pendant 4 jours. 4 jours de montée pour les... On peut même faire un peu plus long, mais ça, c'est rare. Pour moi, c'est une aventure, oui, parce une vraie aventure. Rappelons que le sommet est à combien? 5895. Voilà. Et les centimètres? Non. Il y en a un petit peu, ça dépend de la neige. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de cette merveilleuse terre et ce merveilleux voyage qu'on vous propose, la Tanzanie. À tout de suite. La Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec Denis Le Bouteux, directeur de Tanganyika Expédition, Loïc D'Ambreval, qui est un voyageur et qui est de retour d'un safari en Tanzanie, qui est notre témoin aujourd'hui, qui est aussi inspecteur général de l'environnement et du développement durable. Et ces questions sont importantes pour lui aussi et pour nous aussi. Samuel Melami est avec nous, c'est le directeur des opérations à Tanganyika Expédition. Et lui, Samuel, il est en direct en Tanzanie. Samuel, en préparant cette émission, vous m'avez dit, il y a 3,5 millions de gnous qui vous observent et que vous pouvez voir. C'est vrai ou c'est toujours vrai aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est toujours vrai aujourd'hui. Ils sont là, vous les voyez? Ah oui. Par exemple, au mois de janvier-février, toutes les 3,5 millions de gnous, ils sont au sud de Serengeti. Donc, ils font le tour de tout le parc, en fait. Donc, quand vous êtes logé à Olduvai Camp, c'est un de nos lodges, et on a tout au milieu d'un pays Maasai, et on peut voir tous ces vastes plaine et les 3,5 millions de gnous dans la plaine. On dirait des fourmis dans la plaine. C'est incroyable. On a du mal à s'imaginer, pour quelqu'un qui n'a jamais assisté à ce spectacle, le fourmillement de ces bêtes partout, en fait. On s'en rend compte le matin et la nuit, quand le soleil se couche. On est d'accord, monsieur D'Ambreval, Loïc? Ah, c'est complètement fou. Ça fait partie des grandes images qui sont imprimées dans mon cerveau là, après ce voyage. C'était la migration vers le nord des gnous, et ce sont des milliers d'animaux qui défilent devant vous en rang serré, comme obsédés par l'idée d'aller retrouver l'eau. C'est comme une transe un peu animale. Oui, c'est complètement fou, et c'est un flot continu qui dure des minutes et des minutes. Enfin, je veux dire, c'est sans s'arrêter. Avec le bruit des galops, des sabots et tout. Oui, la poussière. Enfin, c'est absolument extraordinaire. C'est un spectacle extraordinaire. D'accord. Et c'est ce qui vous a plu quand vous êtes installé dans le pays, Denis Le Bouteux? Je rappelle que vous travaillez pour KLM Air France. En 86, vous installez. Un coup de foudre pour le pays? Alors à l'époque, KLM Air France étaient ennemis, étaient concurrents. D'accord. Et oui, moi je me suis installé en Tanzanie, bien sûr, ça faisait partie. Pour des raisons professionnelles, hein? Moi j'étais affecté par Air France en Tanzanie, donc j'ai découvert le pays à cette époque-là. Et là, le choc? Ouais, l'intérêt. Mais j'avais demandé mon affectation parce que je connaissais un petit peu par mes lectures. Enfin, je savais peut-être certaines choses qui m'attendaient, mais oui, le choc quand même, bien évidemment. Hein. Oui. Et là, cette notion de densité de faune est très spectaculaire. Alors, parlons de la faune, justement, parce que c'est ça que les gens attendent. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on est sûr de voir? Bon, des gnous, des gazelles, des zèbres, des girafes, des éléphants, c'est sûr. Et où, plus précisément?
Alors d'abord, on n'a qu'une émission de 45 minutes. Là. Oui. Attention, il y a 120 espèces de grands mammifères. Hein. Énorme. On ne va pas tous les énumérer. Après, on les voit pas tous. Non. C'est ça aussi. Il y a Le safari, c'est pas un musée. Non. Donc, on ne sait pas ce qu'on va voir a priori. Mais la densité fait que, il y a des garanties. C'est-à-dire qu'on est sûr de voir ce que vous avez énuméré. Après, il y a la chance fait qu'on peut voir 100 lions dans un seul safari de 8 jours. Et puis, la malchance fait qu'on n'en voit que 20. Mais on en voit quand même du lion. Ah, c'est impossible de ne pas en voir. Voilà. Et puis, il y a des animaux rares qui sont discrets. Certains reviennent parce qu'ils n'ont pas vu un léopard ou un rhinocéros noir. Bon, et puis après, il y a des animaux que même moi, après 35 ans, je n'ai toujours pas vus. Hein. Ah oui? Mais ils sont dans le book. Ils sont là. Bon, parfait. Samuel Melami, directeur des opérations à Tanguenka Expédition. Vous m'aviez dit en préparant cette émission que le lycaon était un animal qu'on ne voyait pas facilement. Oui. Oui, le lycaon, c'est pas facile à voir. C'est un chien de brousse, hein? Oui, c'est un chien sauvage, en fait. C'est un chien sauvage qui est en voie de disparition, mais quand même, c'est un chien sauvage qui n'est pas dans la brousse tout le temps. Donc, il part dehors de la savane, il revient et tout. Et donc, c'est vraiment très rare à les voir. Et aussi, c'est un chien sauvage qu'on peut dire que c'est compliqué à les voir parce qu'ils ne veulent pas se mettre là où on peut circuler avec les voitures. Donc, finalement, on a très peu de familles de lycaons dans la savane. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bon, c'est difficile à voir. Les rhinos aussi, c'est difficile, les léopards, mais quand même, on a toujours la chance de voir quelque chose qui est rare, mais bon, ça dépend de la chance. D'accord, c'est un coup de bol. Un coup de bol que vous avez eu, Loïc de Roival. Racontez-nous, vous avez aperçu quoi à votre grande surprise? D'abord, vous ne l'aviez pas vu? Ah oui. Puis on vous a dit, là-bas, tout là-bas, il y a... Non, parce que ce que disait Samuel là est très important. Enfin, le rôle du guide est absolument essentiel. Ils sont pour ça. Ils sont exceptionnels. Ils ont été d'abord, ils sont nés là. Ils ont été formés là. Et on sent qu'ils ont une passion absolument intacte pour leur terre. Et ils savent vous repérer un truc que vous n'avez pas vu. Enfin, moi, le rhino noir dans le cratère du Ngorongoro. Franchement, vous auriez passé à côté, quoi. Franchement, il y en a plus que quelques centaines dans le monde. Je sais même pas s'il y en a peut-être 200 ou 300, je sais pas. Enfin, en tout cas, très très peu. Il était à 1 kilomètre. Ah oui, donc c'est une petite tache noire. Donc c'est une petite tache noire, et là le guide me dit, Loïc, regarde là-bas. J'ai dit, quoi? Il me dit, c'est un rhino noir. Ah mais où? Bah là, et là, donc je vois rien. Il me donne ses jumelles et effectivement, c'était un rhino mâle noir qui broutait. Ce qui est extrêmement rare à observer. Vous savez, ce qui est génial en fait dans ce pays, c'est que, et dans les safaris en général, c'est que vous avez beau revoir les mêmes espèces, c'est toujours une scène différente, parce que c'est la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc on peut y retourner X fois, revoir X fois les mêmes animaux, avoir la chance parfois de voir effectivement une espèce rare, comme moi j'ai eu la chance de voir un lycaon par exemple, ou ce rhino noir. Ah, vous avez vu un lycaon? Ouais. Mais c'est à chaque fois une scène différente, et c'est ça qui est absolument prodigieux. Ouais. Donc on s'ennuie jamais, et on revoit tout le temps finalement dans les mêmes paysages des animaux différents, les mêmes animaux qui vivent une scène de vie différente. C'est ça, et c'est différent à chaque fois, quoi. C'est différent à chaque fois. Et vous avez vu girafe, gazelle, taursin, tout ça. Pardon, c'est un grand classique. Hein. Des lions, des lionnes qui étaient avec leurs petits, qui les protégeaient, enfin des scènes exceptionnelles, des éléphantos, enfin bref, tout ça, oui. Alors Samuel me racontait qu'au Serengeti, on peut traverser 25 territoires de clans de lions différents. C'est vrai, Samuel, hein? Ah, ça c'est sûr. Ça, comme on dit, que le guide est très important normalement dans le voyage. Parce que c'est lui qui vous amène partout, c'est lui qui essaye d'aller à gauche, à droite pour trouver les animaux. Mais chercher les animaux chez nous, c'est pas un grand travail. En Serengeti, dans chaque 5 minutes, on trouve une espèce différente. Oui. On trouve petits antilopes, les moyens, les grands. Donc, on s'ennuie jamais quand on est en safari. Donc, vraiment, il y a 25 territoires des lions que moi je connais dans le Serengeti, et ça on peut dire dans chaque famille on peut trouver 8 jusqu'à 25 membres dans chaque famille, donc on peut dire que c'est facile à trouver. On peut pas partir de Tanzanie sans trouver des lions. Serengeti, c'est le pays ouais. Et est-ce qu'il faut que vous soyez armé, parce qu'il y a comme une dangerosité, on est proche d'une faune sauvage? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas besoin. Dès que vous êtes dans une voiture safari, on a des voitures professionnelles,
on a le toit ouvrant, on peut ouvrir le toit. D'accord. Et on peut observer les animaux. Il n'y a pas de danger du tout. Donc, de danger, si vous sortez de la voiture dans un endroit qui n'est pas autorisé de sortir et marcher toute seule, voilà, c'est dangereux. Mais dès que vous êtes avec le guide, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas un fusil pas loin? Non, il n'y a pas de, je sais pas, un truc, rien? Non, pas du tout. Ah bon, très bien, pas super. Du tout. C'est très tranquille. Safari, c'est ça, safari. Profitez, restez avec le guide, regardez à gauche, à droite. Les animaux, on ne se sent pas en danger quand on est dans la voiture. Il n'y a pas de problème. Je suis heureux de vous l'entendre dire, Samuel. Denis Le Bouteux, quelle serait à vous votre définition du mot safari? Est-ce qu'il a évolué depuis 86 jusqu'à 2023? Vous avez vu une évolution de la clientèle? Safari, déjà, c'est un mot swahili qui veut dire voyage. D'accord. Donc, pour la petite anecdote, quand j'étais à Air France et que le siège appelait le bureau et que j'étais pas là, mais il faut dire voyage, déplacement. Hein. Ah oui, déplacement. C'est safari. Donc on disait, et la secrétaire répondait au gars du siège, il est en safari. Il est en safari. C'était pas excellent. Mais non, donc c'est un mot qui est assez large. Hein. Mais maintenant, la façon dont on l'utilise en français, non, ça n'a pas évolué. C'est aller à la rencontre d'un monde animalier, flore et faune, parce que je me souviens qu'à une époque, c'était une synonyme de chasse aussi. Oui, il y a le safari de chasse et le safari photo, bien évidemment. Là. Alors la chasse disparaît, a pratiquement disparu en Tanzanie. Et c'était beaucoup plus important avant l'an 2000. Maintenant, c'est très, il y a une activité mais résiduelle. Et par contre, le safari photo, lui, s'est beaucoup développé. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. On a pris conscience quand même de la protection des animaux. On est content. Mais moi, je vais vous dire, ça va être très étonnant, mais les safaris de chasse ont participé à la protection de la nature. À l'époque, tant qu'on n'a pas de touristes pour protéger des zones, mieux vaut avoir des chasseurs que personne. Donc aujourd'hui... Pour des raisons économiques, parce qu'ils vont... Non, il y a la raison économique, mais si une zone n'a plus de valeur, eh bien les populations vont s'y installer. Elles vont s'y installer, elles vont déforester et elles vont braconner. Il faut bien qu'elles mangent, il faut bien qu'elles se chauffent. Hein. Donc, pendant au moins un demi-siècle, ces grands blocs qui étaient donnés à des compagnies de chasse ont été des blocs très bien protégés. D'accord. Leur intérêt, c'était d'avoir le plus de faune possible dessus. Donc, ça n'a pas eu qu'un effet négatif. C'est un effet négatif psychologique, parce que c'est affreux de tirer sur un éléphant ou sur un lion. C'est vraiment c'est pas très élégant. Ouais. Mais par contre, au niveau de la protection des espèces, ça n'a pas été inutile. Ça a été plutôt bien vu. De la part de la Tanzanie. On fait une petite pause, chers amis. On retourne en Tanzanie dans quelques minutes. À tout de suite. La Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Oui, avec le Ngorongoro, le Serengeti, le Kilimandjaro, Zanzibar, tous ces noms qui nous sonnent, qui résonnent à nos oreilles de façon familière. Tiens, parlons un peu de Zanzibar. Denis Le Bouteux qui est avec nous, directeur de Tanganyika Expédition. Ça vaut le coup ? Pour moi, oui. Pour vous, oui. Alors, il y a deux facettes à Zanzibar. Hein. Il y a les plages. Oui. Donc là, c'est la carte postale. Hein. Donc c'est une station balnéaire, Zanzibar, maintenant? Pas que, non. Justement, c'est ça qui est intéressant, pas que. Alors, c'est une belle station balnéaire. Hein. On a un sable très blanc, des cocotiers, un lagon très transparent. À un moment, on prétendait avoir le record du monde de transparence des fonds. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il y a une aquafaune qui est pas négligeable. On a des passages de baleines, on a beaucoup de dauphins. Tout ça, c'est la partie balnéaire, plongée. Et puis, il y a quand même une vieille ville, une ville historique qui a été une capitale d'un système politique important. Il en reste des vestiges. Ça vaut le coup de s'y perdre. Donc, on a ces deux aspects-là. Il faut pas résumer Zanzibar qu'aux plages. Non, voilà. Très bien. Il y a deux autres îles, parce que Zanzibar est une île. Il y a deux autres îles qui étaient avant, qui dépendaient du sultanat d'Oman. Pas les deux. Une seule des deux. Pemba. Pemba. Exact. Voilà. Et Mafia, non, elle n'était pas. Il y a trois îles, effectivement. Zanzibar, Pemba, Mafia. Mafia est au sud, Pemba est au nord. Et Pemba et Zanzibar font partie de l'archipel de Zanzibar, alors que Mafia n'en fait pas partie. Elle a un autre régime. Elle avait à l'époque un autre régime politique. Et on dit que Pemba, c'est Zanzibar il y a 30 ans. Ça ressemble. Ouais. Beaucoup. Ouais, c'est ce que j'ai connu. C'est resté un peu dans son jus. Voilà. Donc il y a peut-être un intérêt à aller voir Pemba. Il y a un intérêt, je ne vais pas vous dire le contraire, les plages sont aussi belles qu'à Zanzibar, il y a beaucoup moins de structures hôtelières, bien évidemment, et il y a moins de vols. Aujourd'hui, Zanzibar est desservi par des vols directs,
Bucarest, Zanzibar. Hein, Ah oui, oui. Carrément. Ouais. Loïc Dombreval, votre vie de voyageur et de safariste, on dit safariste, on peut dire, hein, on dit sûr. safariste. Est-ce que vous avez apprécié la nourriture, le confort, vous avez bien dormi, vous n'avez pas eu de moustiques, il n'y a pas eu de problème? Parce que je sais que vous aimez tuer les moustiques, hein, il m'a été répété. Écoutez, c'est le seul animal que j'aime bien tuer, que je tue avec plaisir. Ouais. Le seul. Hein. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai beaucoup apprécié dans le voyage que j'ai fait, c'est que les lodges, effectivement, sont des lodges à la fois très jolis, décorés avec beaucoup de raffinement, et confortables mais pas luxueux, parfaitement intégrés dans le paysage, avec des matériaux locaux, avec une décoration, avec de l'artisanat local, et c'est vraiment des endroits extrêmement agréables. Avec un lodge en particulier qui est un petit peu différent, qui est vraiment une tente, dans laquelle on a effectivement des souvenirs aussi qui sont très bien. Et alors, lesquels? Ah bah c'était très roots comme on dit. Hein. Moi j'adore. C'est bien. Moi j'adore aussi. On entend tous les bruits de la savane. Là, c'est matin et soir. Matin et soir. La nuit c'est un peu inquiétant ou pas? Pas du tout, non. Et puis il y a quand même des gardes qui sont là, qui veillent. Et donc on est complètement rassurés. On voit que ce sont des gens qui sont très pros et qui pourraient nous arriver. Mais c'est vraiment l'attente très basique. Comme dans Out of Africa. Ouais, un peu la tente en toile là. Voilà, c'est ça, exactement. Et oui, ça c'est vraiment, c'était super agréable, quoi. C'était vraiment marrant. On était vraiment, et puis au bout du monde, dans un petit lodge perdu. Il y a des lodges qui sont plus confortables, mais qui restent toujours sobres et très raffinés et très intégrés. Rappelons qu'un lodge c'est une maison de pierre en fait. Hein. C'est du dur, hein. C'est du solide. Hein. Oui, ou voilà. En bois avec un toit en. Voilà, alors, il y a du bois, il y a différents types de lodges, mais en tout cas ceux dans lesquels moi j'ai pu dormir, ils étaient très, encore une fois, très agréable et pas du tout ostentatoire. Et on mange bien. Qu'est-ce qu'on mange? Et alors, on a mangé de la nourriture très simple, mais aussi très locale, cultivée localement, parce que Denis Le Bouteux fait attention à tout ça. Mais ça, on va en parler avec Denis de son obsession du local et de la protection de la nature et de l'environnement. C'est ça aussi, moi, j'ai apprécié dans ce voyage, c'est qu'il y avait manifestement un attachement très particulier et très concret à ces histoires de développement durable qui parfois sonnent un peu creux, mais qui là concrètement trouvent une application à la fois dans la nourriture locale, saine, simple, et également dans la façon avec laquelle on vivait et on dormait. Donc, Denis Le Bouteux, est-il vrai que vos 12 lodges sont tous alimentés à l'électricité solaire? Affirmatif. Bravo. Voilà. Alors les bagnoles au solaire, les lodges au solaire, pas toutes, les bagnoles, pas toutes. On y va progressivement. On a commencé en 2017. Aujourd'hui, j'en ai 12, j'en ai 5 en préparation, donc on continue notre développement. Je pense qu'à terme, on sera à l'électricité de A à Z, à part les gros camions sans doute, mais à terme, c'est-à-dire que la technologie aussi, nous on suit les progrès, les nouvelles batteries, on est attentif, voilà. Et puis on a quand même une préoccupation, une obsession, c'est la rentabilité, l'économie. Oui. Donc il n'y a pas de choses, je dirais, héroïques pour la défense de la planète. Non, à chaque fois, c'est pensé, une voiture électrique, c'est un outil, ça doit s'intégrer dans une stratégie. Non mais bravo, c'est bien. Voilà. Et est-il vrai qu'on mange des jardins de vos potagers, qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher, de faire venir de je sais pas où, les haricots verts du Kenya par exemple? Non, ils sont de chez vous. Ah bon, là, ce sera idiot, oui. Ouais. Mais non, alors, on a créé un potager, parce qu'on a du terrain assez facile. Et ce potager, on a commencé à le faire comme tout le monde, c'est-à-dire avec des produits phytosanitaires, etc. Et puis dès qu'on commence à regarder les comptes du potager, qui étaient forcément très mauvais, on s'aperçoit que je dépensais plus en produits phytosanitaires qu'en main-d'œuvre. Donc on passe forcément au bio. Là, il n'y a pas de discussion. Le bio est une solution naturelle parce que les salaires sont beaucoup moins chers qu'en France et inversement, les produits phytosanitaires sont beaucoup plus chers qu'en France. Donc on sait que le bio mobilise plus de personnes parce qu'il faut plus travailler les plants. Mais une fois qu'on a fait ça, les ratios économiques ont été bien meilleurs. Donc on a effectivement un potager bio. D'accord, voilà. C'est bien. Et qui est fait à peu près 1 hectare, qui produit 23 espèces de légumes. D'accord. Ah oui. Pas toujours en face des menus, mais ça, mais ça va venir. On reste en Tanzanie. Faut mais quand on même y travaille. On y travaille, voilà. Qu'est-ce que c'est que la plaine infinie? C'est la traduction du mot Maasai Serengeti. Serengeti, c'est un mot qui vient de la langue Maasai qui veut dire la plaine infinie. Voilà. C'est le Serengeti en fait. C'est le Serengeti. Dans lequel on peut mettre la Belgique, hein, c'est grand.
Alors, je sais pas, j'ai pas la taille de la Belgique. Je sais que le Serengeti, c'est 14 500 km². C'est ça. Hein, je crois que c'est ça, Samuel. Hein, on en a parlé hier. Vous m'avez dit on peut mettre la Belgique dedans. Bien sûr. Ouais, on peut mettre la Belgique là-dedans. Voilà. Hein. C'est comme un grand pays, quoi. C'est génial. Samuel, vous êtes le directeur des opérations à Tanganyika Expédition. Pourquoi Olduvai Camp est votre camp préféré? Dites-nous, racontez-nous pourquoi. En général, je préfère Olduvai Camp parce que c'est un berceau de l'humanité. C'est là où c'est là où on a découvert le premier crâne d'Australopithèque boisei et le premier hominide. Donc, c'est vraiment un centre où il y a de l'énergie. Les pierres, les coches, les rochers qui sont là, ça amène beaucoup d'énergie. C'est préhistorique comme camp. Et aussi, les couchers des soleils là-bas, c'est super, avec des balades avec des Maasai. Donc, c'est le seul endroit qu'on peut se balader avec des Maasai au coucher des soleils. Et il y a plein d'histoires à raconter au centre de gorge d'Olduvai, la balade dans la gorge, et aussi le paysage. Je peux dire le paysage, on voit le Ngorongoro, on voit la plaine infinie de Serengeti, le sud de Serengeti. Donc, quand vous êtes en train de regarder le coucher des soleils, en bas, on voit toute la migration au mois de janvier, février. On voit toute la migration des gnous, des zèbres. Et aussi, le matin, on voit des girafes passer devant votre tente et tout, parce qu'il y a la végétation qui permet des girafes circuler à gauche, à droite. Donc, c'est mon camp préféré. Je peux dire que c'est un camp que je préfère à cause de la connexion de peuples authentiques. Ça veut dire les Maasai. Bravo, vous nous l'avez bien vendu. Oui, bon, moi je suis Maasai. Bon, je ne dis pas parce que je suis Maasai, mais j'aime bien les Français, toutes les nationalités, venir profiter. Cet contact avec les Maasai, et les balades avec des Maasai. Donc, il y a une énergie là-bas à Olduvai. Il n'y a aucun endroit en Tanzanie on peut comparer avec Olduvai. Donc, Olduvai Camp, c'est un trésor. Je peux dire c'est un trésor du nord de la Tanzanie. Très bien. Et c'est vrai, ce que vous avez raison, on en avait parlé en début d'émission, il y a une sorte de reconnexion et de dialogue qui se fait, qu'on n'a plus, nous, en habitant dans des grandes villes. Mais quand on est en Tanzanie, d'après ce que vous me dites, et j'ai un peu été en Afrique, il y a cette connexion avec une nature forte. Et on a les odeurs, les bruits, tout ça nous apparaît comme quelque chose d'un retour à quelque chose d'originel. C'est vrai, hein? Oui, bien sûr. Bon, en fait, les gens, quand ils visitent les pays, on a besoin de voir la partie sauvage et on a aussi besoin de se connecter avec les gens. Oui. Parce que si je vais en France, par exemple, je ne peux pas juste rester en France pour aller voir l'agriculture des vins, les villes et tout. Je dois rencontrer les Français. Et donc, si vous êtes en Tanzanie et vous êtes connecté avec des Maasai, des peuples traditionnels, voilà, ça c'est, on peut dire que j'étais en Tanzanie, j'étais avec des peuples Maasai, j'étais avec des peuples Mbulu et tout. Donc à Olduvai, je peux dire que c'est un endroit où il y a une connexion, il y a de l'énergie. Et on a une connexion avec les gens, les peuples traditionnels. Très bien. Vous êtes d'accord, Denis ? Moi, là, sur le côté... reconnexion. Reconnexion, je parlais quelque chose de mystique, on n'est pas loin de ça, hein ? Olduvai, certainement. Il se passe quelque chose là-bas. Ça a d'ailleurs été mon premier camp. C'est là que j'ai commencé. D'accord. Alors, j'avais quelques lectures sur la paléontologie également. Olduvai, c'est la réhabilitation en 1960 des thèses de Teilhard de Chardin. C'est remettre, je dirais, à l'envers, remettre à l'envers, mais en fait à l'endroit, inverser notre schéma de l'évolution humaine. Il y a beaucoup de choses à Olduvai, mais il y a effectivement une spiritualité. Il y a quelque chose de puissant. Qui tient à la fois, je pense, aux Maasai, qui sont là, qui sont des gens très, je dirais, profonds, simples, mais qui sont très proches de ça. Au lieu, au granit, il l'a dit, là il y a certainement des rayonnements positifs, et puis il y a ce berceau de l'humanité, le premier homme qui a le titre d'homme, c'est là qu'il a été découvert. D'accord. Loïc Dombreval, vous qui êtes un personnage plutôt actif, est-ce que ce séjour vous a apaisé ? Ah oui. Un safari, ça apaise en fait. Un safari, c'est très, très apaisant. Moi, je suis capable de... et je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas un cas particulier, mais ça se voit, ça se ressent. Les autres voyageurs sont capables de s'arrêter, de regarder, de respirer, de patienter.
la patience, ça vous apprend la patience aussi, le safari, parce que vous savez qu'il va se passer quelque chose, le guide vous l'a dit, il y a un animal probablement là et vous attendez un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et le temps ne vous paraît jamais long. Donc il y a effectivement cette contemplation, cette sérénité qui fait partie du spectacle de la nature et qui est très puissant là-bas. Et Olduvai, c'est exceptionnel. C'est un camp qui est placé remarquablement avec des vues qui sont absolument fascinantes. Époustouflantes sur le Serengeti. Époustouflantes. Et sur le 1,5 million de gnous qui sont nos amis. Avec des vues à l'infini. On va marquer une pause, Denis, et puis on se retrouve juste après dans l'émission pour continuer Le Monde à découvrir, à parler de cette merveilleuse destination qu'est la Tanzanie. La Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle présente. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Une destination où la vie bouillonne, se respire au coucher, au lever du soleil, où la nature s'exprime et nous parle comme jamais, car nous sommes au contact de cette nature divine avec Denis Lebouteux, directeur de Tanganyika Expédition, Loïc Dombreval, qui est inspecteur général de l'environnement et du développement durable. Ça, c'est son travail, c'est son métier, mais il est surtout un grand amoureux de la Tanzanie, un voyageur et qui revient d'un périple. Il nous en narre le contenu par le menu. C'est beau ce que je viens de dire, non? Samuel Delamy, directeur des opérations à Tanganyika Expédition. Et lui, Samuel, il nous a parlé de ce... Comment il s'appelle le camp dont il nous a parlé? Olduvai Camp. Il est génial. Il y en a un deuxième qu'il aime beaucoup, c'est Maweninga. Pourquoi, Samuel? Ah voilà, Maweninga, c'est magique. Moi, je peux dire que c'est un camp qui est excellent, avec le paysage et le coucher des soleils, et aussi les rochers qui sont tout autour. Et c'est très naturel, c'est très typique. Je peux dire que c'est un camp typique. Et quand vous avez vu Out of Africa, c'est ça qu'on peut comparer, Out of Africa. Parce que vous êtes dans un camp qui est excellent, avec un bon restaurant qui est très naturel, fait avec de bois et tout, en paille et tout, c'est super. Et aussi devant toutes les tentes, vous avez la vallée des Rifts devant vous, et vous avez la réveil le matin avec des oiseaux. Donc c'est très naturel. C'est ça qu'on peut dire, que c'est un camp qui est aussi tout proche de la nature, complètement proche. Et Samuel, moi qui adore les éléphants, est-ce que je suis sûr de voir les éléphants à Maweninga? Ça, c'est le pays des éléphants. Ah, là, voilà. C'est la maison des éléphants. Plein d'éléphants. C'est top. Et il y en a un troisième que vous aimez beaucoup aussi, c'est Grumeti Hills, au cœur du Serengeti, où on peut marcher avec les animaux, le long dans la brousse. Oui, je peux dire que Grumeti Hills, c'est un endroit où on a beaucoup de choix. C'est là où on a les voitures électriques. Donc, vous pouvez faire safari le matin, le lever du jour, et safari le soir. À midi, vous êtes en pause dès qu'il y a le soleil très fort, parce qu'ici, de temps en temps, le soleil, ça monte, la température, ça monte jusqu'à 37 degrés. Et donc, et aussi, c'est ici à Grumeti Hills qu'on peut organiser aussi safari nocturne. Et safari nocturne, c'est pas partout en Tanzanie. Donc, on a la chance de faire safari nocturne avec des jumelles thermiques. Extraordinaire. Avec des jumelles. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait ça. Alors, racontez-nous. Loïc. On est la nuit, il est 10h du soir, 22h, 23h, ce jour-là? Oui, même pas 22h, dans la brousse, il fait totalement nuit. Et comment c'est la nuit dans la brousse? On voit un petit peu de choses ou pas? Avec les phares du véhicule noir, électrique, mais sinon c'est complètement noir. Il faut être en pleine lune. Voilà, et là, avec c'est très bien fait. C'est flippant. Non? Moi j'adore, mais oui, bien sûr. Non, mais j'ai pas vu de gens flipper. Non, tout le monde était plutôt effectivement aux aguets et attendait de voir l'animal avec un grand A. Et puis en fait, on a vu avec cette lunette infrarouge la migration des gnous de nouveau, avec ce flot continu d'animaux qui sont passés à peut-être une centaine de mètres de la voiture. D'accord. En pleine nuit, on n'entendait que le bruit de la cavalcade. Et avec les lunettes, on a pu voir effectivement les animaux de nouveau par milliers qui passaient devant nous. D'accord. C'est quoi ces jumelles, Loïc, Denis? C'est des caméras thermiques. D'accord, comme ça, là, à deux trucs? En l'occurrence, non, c'est un seul oculaire. C'est Zeiss, on a le droit de faire de la publicité, je sais pas, qui a développé ça. C'était du matériel militaire, maintenant les civils y ont accès. Et qu'est-ce que vous avez vu avec de plus stupéfiant, vous?
On voit plus loin déjà, parce que normalement on a une grosse lampe, un gros phare qui peut permettre d'aller jusqu'à une 50, 80 mètres peut-être, mais avec la jumelle thermique, on peut voir à 2 km. Hein. Oui. Ah bah oui, et dès qu'il y a un mammifère, sans chaud, il est repéré tout de suite. D'accord. Donc c'est des scènes de chasse qu'on voit la nuit. On peut voir une scène de chasse, là il faut la chance, hein. Mais oui, on parlait des nocturnes qui sont des animaux craintifs, qui sont pas habitués à l'homme, parce que pour s'habituer à l'homme, il faut sortir la journée pour le voir. Donc la nuit, ils sont pas habitués à nous, donc ils ont plutôt tendance à nous fuir. Et là, c'est vrai qu'avec les jumelles thermiques, des voitures électriques, l'absence de bruit, l'absence d'odeur, on arrive maintenant à choper quelques animaux qui sont dans le livre des 120 mammifères et que d'habitude on voit jamais. Combien de temps ça dure ce petit safari nocturne? 1 heure, 2 heures, 3 heures? 2 heures. 2 heures. Oui, ça dure 2 heures. 20 heures, 22 heures. Et alors, ce qui est très bien fait, c'est que celui ou celle qui a la longue vue, en fait, transmet l'image qu'elle voit sur les téléphones portables ou l'iPad par Bluetooth. Oui, donc chacun en fait dans la voiture voit la scène sur son. Non, c'est très bien fait. Ouais, c'est vraiment. La technologie au service du safari à l'ancienne. Terminé le safari à la papa. Maintenant, on a un truc hop et on diffuse sur. Non, mais c'est important. Hein. Nous, la technologie. L'Afrique l'attrape vite. Hein. Oui, c'est vrai. Et l'adapte vite. Et s'en sert et apprend très vite à s'en servir. Hein. On a toujours l'impression, moi j'ai cet exemple qui nous éloigne du safari, mais les téléphones portables, ils ont très vite sauté sur le téléphone portable parce que les téléphones filaires étaient quasi inexistants. Bah oui, de toute façon. Voilà, donc on a en Afrique cette réactivité aux nouvelles technologies. Donc on parle du rétrofit. En France, c'est balbutiant, ça n'existe pas, ça viendra peut-être pas. Mais par contre, pour l'Afrique, c'est une nécessité, donc ils vont le faire très vite. Oui, c'est une réalité presque. Voilà, déjà. Exactement. Samuel Melami, directeur des opérations à Tanganyika Expédition. Est-il vrai qu'on peut manger un bon bush breakfast quelque part et où? Ah oui, ça c'est quelque chose qui est spécial à Grumeti. Ça c'est génial. Là, il faut avoir envie de venir manger ça. Et en fait, on fait la balade le matin et après je peux dire vers 9h, vous êtes dans le bush avec un bon bush lunch, un bon setup, tout au milieu de la brousse. J'interviens pour dire que la balade se fait à pied. Hein, à pied. Pour creuser l'appétit. C'est ça. Avec un ranger armé. Avec un ranger armé. Là, il y en a un. Oui. Oui. La règle, c'est que quand on est à pied, il faut mieux un gars ça, c'est une obligation. Ouais. D'accord. Légale. OK. Oui. Bon, donc c'est très important en fait d'avoir un ranger armé parce qu'on marche à pied et tout, avec un guide qui détecte les animaux aussi. Et pour finir, on finit au bush breakfast, tout au long de la rivière de Grumeti. Vous nous faites rêver là, Samuel, hein, parce qu'on s'imagine le matin, après une petite marche dans la brousse, s'installer pour prendre un café, un truc. C'est incroyable parce que c'est là qu'on a un cuisinier et qui vous prépare un omelette, des croissants chauds et tout ce qui est des petits crêpes est super. Donc c'est magnifique. Donc c'est quelque chose qui vous donne envie de venir faire une petite balade à Grumeti. Mais c'est très bon. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on offre à Grumeti. Hein. Après l'émission, on va tous signer. Hein. On est déjà 3 à signer là déjà. Léa, le réalisateur, Jamel et moi, on va signer déjà. Ok, vous avez la place. Il y a la place. Et Samuel, est-ce que vous avez vu la physionomie avec le changement climatique de la région changer? Est-ce qu'il y a des arbres qui meurent à un endroit qui repoussent à d'autres? Est-ce que du coup ça modifie les pâturages des girafes? Vous avez vu tout ça changer? Ah oui. Par exemple, au centre de Serengeti, il y a des vallées qu'on avait des acacias d'écorce jaune. Ils sont morts. Il y a 2-3 ans, ils sont déjà morts. Et au sud de Serengeti, c'est la plaine infinie. À côté d'Olduvai, c'est normalement la plaine infinie. Et il y a la végétation qui commence à pousser. Donc, on a des arbres qui sont à 2 mètres maintenant. Et c'est incroyable parce que c'est un endroit qu'on n'a jamais pensé d'avoir un arbre depuis la création de la terre du sud de Serengeti. Donc, je peux dire qu'il y a des changements climatiques. Il y a des endroits que les arbres meurent et il y a des endroits qu'on n'a pas pensé d'avoir des arbres et des arbres poussent. Et c'est plutôt les acacias d'écorce jaune qui meurent au centre. Et ensuite, c'est des acacias parasols. Donc ça bouge, tout ça bouge énormément. Est-il vrai, Samuel, que l'on peut accéder au volcan sacré des Maasai? Ah oui, on peut accéder au Mont Lengai. C'est au Donyo Lengai. Oui. Donc c'est une montagne sacrée des Maasai.
Et je ne sais pas si vous avez jamais vu ou vous avez jamais visité, mais c'est super. C'est là où il y a tous les esprits Maasai. C'est là où il y a le dieu Maasai. D'accord. Donc, c'est une montagne très importante. Donc, c'est possible à monter là. D'accord. Denis, est-il vrai que l'on peut partir à la chasse et à la cueillette avec les Hadzabe? Et qui sont les Hadzabe? Alors oui, donc les Hadzabe, c'est une des 120 ethnies qui cohabitent en Tanzanie, pacifiquement. C'est une des plus, je dirais, archaïques. C'est un des peuples premiers? Peuple premier. Avant les Maasai? Ah, ils étaient là bien avant. Oui. Ça a été une terre de migration, d'invasion, de mixité, bien sûr, mais les Hadzabe sont dans la même veine que les click language du Botswana. D'accord. Ils parlent en claquant la langue aussi. Ils ont un langage en clic. Ils parlent en faisant des clics. Donc c'était les premiers peuples qui peuplaient cette grande région d'Afrique. Alors ils sont restés très isolés et même là au tournant du XXIe siècle, ils continuent à vivre dans des conditions on va dire traditionnelle, mais la pauvreté est quand même bien présente. Et ils ont conservé de ces traditions une habileté à construire, à fabriquer des arcs et des flèches, et une habileté au tir qui fait qu'ils arrivent encore à vivre de cueillette et de chasse. Et presque à tirer un oiseau à 60 mètres, 50 mètres avec un arc. Ça, c'est ce qu'il y a de plus bluffant. Ch'tung. Parce que non, leur cerveau calcule la courbe. Ah oui. Ah ben non, pour que la flèche atteigne une cible de quelques centimètres carrés à 60 mètres, la flèche, elle part avec un angle de 45 degrés. Et donc, il faut arriver à calculer le vent, je ne sais pas comment ils font, à calculer l'azimut de... Bon, c'est un truc qui pour moi, qui est bluffant. Ah ouais. Mes amis, cette émission va bientôt se terminer. Samuel Melami, je sais que vous travaillez sur un projet qui est un safari plage en face de Zanzibar, c'est ça, Saadani, avec de la plongée. On pourra plonger, on pourra faire safari dans la journée et voir des lions et voir des dauphins dans la même journée pratiquement. C'est top. Oui, ça c'est quelque chose qui va venir et c'est quelque chose qui bientôt on aura ça. Et merci à Denis de décider de choisir cet endroit parce que c'est un endroit qu'on peut mélanger entre safari et plage. Mais je crois que Denis vous écoute beaucoup, Samuel. Hein. Oui, non, mais en fait, c'est très important parce que ça nous donne ça nous ouvre un peu la tête. Nous, les Tanzaniens, on est contents parce que on va s'installer là où les gens ils sont pas installés et les gens ils connaissent pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc on découvre safari et plage en même temps. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel. On doit se quitter parce que l'émission touche à sa fin. Comme on dit en langue ma, qui rappelle la langue Maasai, mâché. On dit merci mâché. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Haché, pardon. J'avais marqué haché. Ouais. Haché. Merci beaucoup Samuel. Merci beaucoup Denis. Merci beaucoup. Merci Christophe. Un petit mot. Vous y retournerez ou pas là-bas en Tanzanie? C'est absolument certain. Oui. Oui. Donc vous êtes conquis. Peut-être plus du côté de Zanzibar parce que je connais pas Zanzibar. C'est le côté plage m'intéressait pas forcément, mais j'ai appris effectivement qu'il y avait la possibilité d'avoir maintenant, on voit des lions sur les plages. Ah oui. Et c'est là-bas que je crois que Tanganyika va inventer quelque chose de très nouveau et ça, c'est très attirant. Oui. Merci Loïc Dombreval, merci Samuel, merci Denis. Denis, un petit mot de la fin, vous avez 1 seconde. Merci de l'accueil Christophe, je vous en prie. Et de faire parler de ce pays. J'espère qu'on en a bien parlé. En tout cas, vous en avez parlé avec beaucoup de passion, d'amour et vous nous avez transmis l'envie d'y aller. Bravo. C'est gentil. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Le monde ou la France à découvrir, c'est tous les dimanches à 17h. À bientôt, salut. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Avec la Tanzanie, arche de Noé pour traverser le 21e siècle.